Salut et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment concevoir et produire de l'outillage de production. De l'outillage qui va accroître le rythme de production de pièces. On ne parle pas ici de marteau et de tournevis, on parle ici de moule, pour le moulage par injection par exemple, ou de poinçons et matrices, ou encore de gabarit de fixation et de gabarit de perçage. Là, on a déjà une petite vidéo qui porte sur le moulage par injection, des moules pour l'injection de plastique, que j'ai produit il y a quelques temps déjà. Et voici un lien pour cette vidéo-là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sur ce qui a trait aux poinçons et matrices, je n'ai pas de vidéo spécifique sur ça, autre que j'ai touché sur les notions de comment l'action de coupe d'un poinçon fonctionne et sur le centrage de poinçons à l'aide de jauge ou de calibre d'épaisseur. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça dans cette petite vidéo-ci. Et si jamais ça vous intéresserait d'avoir une série de vidéos portant sur le principe et le fonctionnement et la conception de poinçons et matrices, laissez-moi le savoir, indiquez-le dans les commentaires en bas. Et si je vois qu'il y a assez d'intérêt, éventuellement, je produirai une série là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est regarder quelque chose qui est très utile en atelier maison. Et ça, c'est les gabarits de perçage et les gabarits de fixation. Et si on est pour regarder ça, la première chose à faire, ce serait d'indiquer ou d'expliquer la différence entre un gabarit de perçage et un gabarit de fixation. Là, les gabarits de fixation sont généralement utilisés sur une fraiseuse. Et le gabarit de fixation fixe la pièce, oui, c'est dans le nom, mais elle oriente la pièce par rapport à un outil qui va se déplacer le long d'un axe précis, X ou Y. Donc, ça, c'est une notion importante. La pièce est fixe et l'outil est guidé par la machine pour venir faire ce qu'elle a à faire. C'est la pièce exemple. J'ai une rainure à produire dans un bloc. Mon gabarit va tenir le bloc et l'orienter par rapport à l'outil qui va se déplacer pour venir couper la rainure. Ça, c'est un gabarit et c'est surtout utilisé sur les fraiseuses. Un gabarit de fixation, je devrais dire. Les gabarits de perçage, eux sont généralement utilisés sur une perceuse, la colonne. Et il y a une différence. Ils retiennent la pièce dans la plupart des cas, mais ils ne font pas juste le retenir en l'orientant par rapport à un outil. Ils le retiennent et guident un outil au bon endroit sur la pièce. Prenons en exemple un cercle de trous. Et ça, c'est une pièce avec un cercle de trous de 5 trous que j'ai produit il y a quelques années de ça, dans une petite vidéo où on regardait comment produire un cercle de trous précis, sur une pièce par coordonnées sans lecteur digital. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on peut faire. Mais admettons, supposons que j'avais plusieurs de ces pièces-là à produire. Supposons que je n'avais ou 500. J'ai 5 trous, 500 pièces, 2500 trous à produire. Bon, ça, c'est bien beau, mais ça va me rendre fou raide de faire ça. Ce serait beaucoup plus smart de me produire un outil sur ma fraiseuse qui va avoir ce patron de 5 trous précis dessus, qui va pouvoir être fixé sur la pièce à produire et qui va pouvoir guider un forêt à l'aide d'une douille guide insérée dans l'outil au bon endroit sur ma pièce. Et comme ça, je vais pouvoir produire ces 2500 trous-là. Après avoir produit 5 trous précis, je vais pouvoir en produire 2500 sur mes pièces, mes 500 pièces, sans remesurer ou sans positionner de façon précise quoi que ce soit. Donc, on voit l'avantage. Vraiment, les gabarits servent à accélérer le rythme ou la cadence de production. Là, sur la fraiseuse, il est possible qu'on ait à produire un gabarit pour tenir une seule pièce. Ce n'est pas une production de pièces, c'est une seule pièce à produire. Et ça peut arriver lorsque la pièce est très, très difficile à tenir avec des moyens conventionnels, un étau ou quoi que ce soit.
mais c'est rare. En général, on va le faire quand j'ai plusieurs pièces identiques à usiner. Et c'est la même chose avec le gabarit de perçage. Ça augmente le rythme de cadence ou la cadence de production et ça me sauve beaucoup de temps. Là, j'ai hésité longuement avant de décider de faire cette série de vidéos. Principalement parce que la conception de gabarit de perçage et de fixation, mais ce n'est pas quelque chose qu'on considérait comme une opération de base en atelier d'usinage. Et ce que je fais généralement, c'est produire des vidéos pour des machinistes en herbe. Donc, je n'étais pas certain que ça s'appliquerait. Par contre, il y a des notions qu'on va regarder ici qui peuvent être très importantes pour un machiniste en herbe. Donc, ça va être profitable. Par contre, il y a certaines notions qui doivent être comprises et qui ne sont pas excessivement populaires. Mais la première de ça, ce serait vraiment la planification d'une séquence d'opérations. Là, quand on produit une pièce, c'est important de planifier à l'avance toute la séquence d'opérations. Mais quand on veut produire de l'outillage, c'est encore plus important que notre séquence soit très, très bien définie, puisqu'on va produire de l'outillage pour effectuer une opération spécifique. Et où cette opération-là se situe dans l'élaboration d'une pièce, mais affecte comment on va concevoir l'outil. Évidemment, l'outil va devoir s'ajuster à une pièce qui est plus ou moins complétée, dépendant de l'opération. Donc, il faut bien planifier. Pour ça, j'ai 3 vidéos, une série de 3 vidéos qui portent justement sur la planification d'une séquence d'opérations. Et même si ce n'est pas incroyablement sexy comme sujet, c'est important d'aller les voir. Voici un lien pour la première des 3 vidéos. Il y a un autre sujet qui n'est pas incroyablement attirant et qui est souvent là, négligé. Et ça, c'est le positionnement isostatique. Tout le principe de gabarit, de perçage et de fixation repose sur le positionnement des pièces dans l'espace. Il y a 12 plans possibles de mouvement pour une pièce dans l'espace. Et il faut savoir contrôler chacune de ces 12 plans de mouvement-là si on veut positionner une pièce. Puis là, c'est important de noter que quand on installe une pièce dans un étau, mais l'étau, son rôle principal, c'est de tenir une pièce. Tenir une pièce, ce n'est pas la positionner. Positionner une pièce, c'est très différent de la tenir. Et pour qu'un gabarit de perçage ou de fixation fonctionne, il faut et tenir la pièce, oui, et la positionner. C'est crucial. Donc, voici un lien pour une vidéo qui porte sur le positionnement isostatique. Comme j'ai dit, c'est pas sexy, mais c'est important. Bon, nous autres, on va commencer en regardant les gabarits de perçage. Et pour commencer à regarder les gabarits de perçage, on va commencer à regarder les douilles guides pour le perçage. Là, le rôle principal d'une douille guide, c'est de guider l'outil au bon endroit sur la pièce. La douille est montée dans le corps de l'outil et sur l'envers du corps de l'outil, on a différents dispositifs de positionnement qui positionnent la pièce correctement par rapport à la douille. Et cette douille-là, lorsqu'on insère le foret dedans, tombe au bon endroit sur la pièce. Là, il y a plusieurs types ou plusieurs genres de pièces qui peuvent être produites et il y a quand même beaucoup de différentes sortes de trous qu'on peut produire. Et ça tendrait à vouloir dire qu'il doit y avoir plusieurs genres de douilles guides et il y en a beaucoup. Et les principaux genres sont les douilles guides fixes, les douilles guides amovibles et les douilles guides amovibles mobiles. Là, les douilles guides fixes, ils sont assemblés par interférence dans le corps de l'outil. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas facilement retirables. Et on ne peut pas les retirer réellement. Chaque fois qu'on retire et represse, on aurait un peu de dommages et ça affecterait la précision. Donc, ils sont tenus par interférence. Et ça, c'est correct parce que c'est un outil qui coûte vraiment pas cher.
Mais à quoi ça pourrait servir? Mais quand j'ai une opération simple à produire, une seule opération dans une pièce, et si on prend en exemple notre bloc d'aluminium avec notre cercle de trous de 5 trous, si tout ce qu'on avait à faire ici, c'est percer les 5 trous, bien, on pourrait utiliser des douilles guides fixes parce que je n'ai pas à interchanger les douilles guides pour accommoder différentes grosseurs d'opération. Mais ça crée un petit peu un problème parce qu'en l'utilisant, les douilles guides ont tendance à s'user. Et avec l'usure, bien, on change leur dimension, les trous intérieurs, les guides autrement dit, et ça affecte la qualité de notre pièce. Donc, c'est généralement les douilles guides fixes réservées pour les petites quantités de pièces. Là, il ne faut pas s'énerver quand je parle de petites quantités, puisque les douilles sont quand même en acier durci. On parle de 3 à 4 000 pièces qu'on peut facilement produire, à moins qu'on soit en train de percer une matière qui est très abrasive. Donc, pourquoi est-ce qu'on les utilise s'ils sont si limités? Bien, c'est parce qu'ils sont très peu dispendieux. Et lorsqu'on a peu de pièces à produire, sur une pièce simple à produire, bien, on ne peut pas se payer le luxe de payer trop cher pour l'outillage. Et dans ces cas-là, bien, on utilise des douilles guides fixes. Là, nos douilles guides amovibles bloquées sont utilisées un peu pour les mêmes raisons que les douilles guides fixes. Et ça, c'était pour produire des pièces à opération unique ou simple. Ça, c'est bien, mais pourquoi je les utiliserais? Bien, comme on a mentionné, les douilles guides s'usent avec l'usure et je vais peut-être vouloir les remplacer si j'ai une très grande quantité de pièces à produire. Mais les douilles guides fixes, les douilles guides amovibles bloquées, excusez, peuvent être remplacées assez simplement parce qu'ils sont tenus en place à l'aide d'une petite bride de serrage. Là, cette bride-là implique plus de coûts, parce que quand je vais installer la douille guide sur le gabarit, bien, il va falloir que je perce et que j'alaise le trou pour le corps de la douille guide. Mais il va falloir également que je perce et que je taronne un trou pour la petite bride qui va la fixer en place. Et ça veut dire plus de coûts. Mais ça me permet de la remplacer. Ce qui est important, si j'ai une grande quantité de pièces à produire, 15-20 000 pièces, ça va vraiment valoir la peine. Là, rappelez-vous, c'est toute une question d'argent. Là, ça va coûter un peu plus cher que les douilles guides fixes, mais ça va me sauver du trouble et à la longue, ça va devenir payant d'utiliser ce genre de douilles guides-là. Là, nos douilles guides amovibles mobiles sont utilisés pour quelque chose de complètement différent. Là, jusqu'à date, on a regardé des douilles guides qui sont pour des opérations simples. Okay? Donc, une seule opération. Si par contre, je veux produire plus qu'une opération à chaque position du gabarit, bien, je vais avoir un problème parce qu'avec les autres types, il va falloir que j'enlève et je réinstalle et ça va être très long. Je veux quelque chose d'un peu plus rapide. Et les douilles guides amovibles mobiles sont faciles à enlever parce qu'on a une vis, on n'a qu'à la desserrer très légèrement et on peut tourner et retirer la douille guide à cause d'une rainure perpendiculaire ou horizontale et verticale sur la tête. Donc, je peux tourner et enlever facilement et très rapidement. Et ça, c'est très bon lorsque j'ai des opérations multiples à faire. C'est quoi ça? Bon, mais si on revient à notre pièce ici avec nos 5 trous en cercle de trous, mais si je voudrais percer ces trous-là, mais je voudrais également les alaiser à l'alaisoir, mais il va falloir que je perce un trou pré-alaisage qui va être 5% plus petit que le diamètre de l'alaisoir que je vais utiliser à la fin pour les terminer, les finir. Donc ça veut dire que je vais avoir deux douilles guides, une douille guide un peu plus petite, une douille guide un peu plus grosse pour les deux opérations. Ça veut dire qu'il va falloir que j'installe et j'enlève les douilles guides à chaque fois que je produis une pièce. Et ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'installation et rétraction. Là, ça va user le corps du gabarit, ça va finir par être un problème.
qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais utiliser des gaines protectrices. Une gaine qui va être pressée dans le corps de l'outil et qui va protéger le corps assez doux de l'outil de l'acier très dur de la douille guide. Et ça va me permettre d'installer, de retirer les douilles guides à multiples fois avec un minimum d'usure. Ça, c'est nos 3 types de base de douille guide. Avoir des douilles guides, c'est bien beau, mais ça ne résout pas notre problème de positionnement. Parce que les douilles guides, pour aider dans le positionnement, il va falloir qu'ils soient montés. Montés dans quoi? Montés dans le corps du gabarit de perçage. Là, il y a plusieurs genres de gabarits de perçage différents pour toutes sortes d'applications. Mais dans l'atelier maison, les 3 types qu'on va rencontrer le plus souvent ou qu'on va vouloir utiliser le plus souvent, et j'utilise ici les termes anglais, ce sont les plate jigs, les angle plate jigs et les sandwich jigs. Bon, nos plate jigs, dans le fond, des gabarits de plaques, si on aime mieux, plate, comme dans feuilles épaisses d'acier. Bon, mais des plate jigs, c'est conçu spécifiquement, ou c'est surtout utilisé pour produire des trous perpendiculaires aux surfaces primaires de la pièce qu'on veut percer. Puis on prend comme exemple ce bloc 1, 2, 3, en impérial évidemment. Bien, je constate que la surface primaire ici est très grosse comparativement aux surfaces secondaires et aux surfaces tertiaires. Et ça veut dire que cette pièce-ci, lorsque je l'assois sur la table d'une perceuse, elle va être très stable. Elle n'aura pas tendance à vouloir tomber d'un côté ou de l'autre. C'est stable. Ça, c'est très bien parce qu'un plate jig ne contacte pas la table. Une plate jig s'assoit sur la pièce et ne contacte pas la table. Donc, la pièce est sur la table, ce qui nous assure d'une bonne perpendicularité et le gabarit est par-dessus qui vient guider les trous au bon endroit. Les plate jigs, c'est vraiment des gabarits qui sont simples à produire et très peu dispendieux. Et lorsque on a à produire des trous perpendiculaires aux surfaces primaires, c'est vraiment la bonne façon, le bon choix à prendre. Là, je n'ai pas de plate jig pour vous montrer. Puis ça, c'est simple, on va s'en fabriquer une dans notre prochaine vidéo. Fait que, regardons maintenant nos angle plate jigs. Un angle plate jig est surtout utilisé pour produire des trous dans nos surfaces secondaires et tertiaires. Pourquoi? Parce que si je veux, exemple, produire des trous dans le tertiaire ici, puis je dépose ça sur la table de la perceuse, mais c'est évident et clair que ce n'est pas stable. Donc, ce n'est pas une bonne situation pour mettre un plate jig. Ça ne tiendra pas bien. Et on se rappelle dans notre leçon sur le positionnement isostatique que je veux mes 3 points de contact sur la surface primaire. Et ça veut dire qu'il va falloir que ma pièce soit placée verticalement et que mon primaire va être vertical. Et c'est pour ça qu'un angle plate, équerre de blocage, peut être utilisé pour changer le sens d'alignement ou de projection de la pièce ici. Ici, mon primaire est vertical. Je peux donc utiliser ça pour le perçage des trous dans les surfaces secondaires et tertiaires. Ça, c'est bien, mais sur l'équerre de blocage, il va falloir que j'ajoute ou que j'assemble des butées et des accessoires de fixation, ainsi que mes douilles guides. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde. Là, je n'ai encore ici pas d'exemple de ce type de gabarit physiquement ici. On va donc en fabriquer un dans une vidéo prochaine. Maintenant, regardons nos sandwich jigs. Des gabarits sandwich. Bien, c'est un peu pour pallier au problème des pièces qui ont des larges surfaces primaires, mais pas des larges surfaces secondaires ou tertiaires, ou presque pas de surface tertiaire ou secondaire. Et pour ça, bien, je donne en exemple cette pièce de laiton qui a été découpée avec un poinçon à partir d'une feuille de laiton. Donc, on voit que c'est mince et quand même une bonne surface primaire à travers duquel j'aimerais peut-être percer des trous.
Si j'utilisais un plate jig qu'on a déjà vu, ben, ma pièce s'assoirait sur la table de la machine et le plate jig viendrait s'asseoir sur la pièce et ne pourrait pas être fixé facilement parce qu'il n'y a à peu près pas de surface secondaire ou tertiaire que je peux utiliser pour des vis de blocage ou un appareil de fixation quelconque. C'est problématique. Mais un sandwich jig, c'est comme un plate jig qui est fait en deux moitiés. On a une base qui est large et stable, sur laquelle la base peut s'asseoir directement sur la table de la perceuse. Et sur cette base-là, je peux asseoir la pièce que je veux usiner. Et le dessus, qui incorpore les douilles guides, vient s'asseoir par-dessus la base et se fixe sur la base, retenant ainsi la pièce en position par l'action de compression. Et ça, c'est très bon pour le positionnement et la fixation de pièces minces quand je veux percer des trous à travers. Donc, j'ai un exemple d'un sandwich jig ici que j'avais fabriqué justement pour percer ces pièces-ci. Donc, regardons le fonctionnement de tout ça. Bon, voici les pièces que j'ai à produire et je n'ai plusieurs à produire. Donc, ça vaut la peine de fabriquer un gabarit. Ça, c'est la pièce que je commence avec. Et ça, c'est ce que je vais finir avec après l'utilisation du gabarit. Une pièce avec deux trous de 1/8 de pouce. Là, le gabarit va me permettre de produire plusieurs pièces plus rapidement parce que je ne serai pas obligé de mesurer chaque fois, mais également parce que ce gabarit-ci va me permettre de produire 5 pièces à la fois. Donc, si j'ouvre mon gabarit, je peux voir que le type de positionnement ici, ça va être ce qu'on appelle en anglais un nesting. Et mes 5 pièces peuvent être montées dans la cavité qui est ici. Et on voit que, ben, on ne peut pas voir, mais je vous dis que la pièce dépasse juste légèrement la base du dessus ici du gabarit. Ce qui veut dire que lorsque le dessus va être vissé sur la base, mes pièces ne pourront pas bouger entre le perçage du premier trou et du deuxième, garantissant ici la bonne distance entre les deux trous. Donc, assemblons ça. Et avec ça, on va mettre 2 vis. Là, ces vis-là, c'est pas serré pour tuer, c'est juste légèrement serré, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est juste pour empêcher les pièces de bouger entre les deux opérations de perçage. Et voilà mon gabarit prêt à être utilisé. Là, vous remarquerez que j'ai 2 goujons, 2 vis d'assemblage. Donc, tout ça va toujours s'aligner correctement. Mais j'ai ce genre de bizarre de gros trou en milieu ici, puis à quoi ça pourrait servir? Bien, ça sert à retirer les pièces. Des fois, ils sont un peu coincés à l'intérieur, surtout s'il y a des copeaux. Et lorsque désassemblé, bien, ça me donne un endroit pour pousser sur les pièces pour les extraire. Bon, on est prêt pour essayer ça. On va aller à la perceuse où j'ai déjà monté un forêt d'1/8 de pouce, puis on va essayer ça. Bon, j'ai mon forêt, j'ai ma pièce, le tout est bien installé. J'ai même ajusté la butée de profondeur de la perceuse pour que le bout du forêt dépasse à peine le dessus de la base du gabarit. Et oui, pour éviter que le forêt ne frappe la base, il y a un trou dans la base qui est déjà percé. Donc, je pense qu'on est prêt. On peut commencer à couper. Bon, on peut ouvrir ça pour voir le résultat de nos labeurs. Là, ces vis-là sont vraiment un petit peu trop longues pour le gabarit.
mais c'est les vis que j'avais de disponibles. Là, nos pièces ne sont pas coincées, mais ils sont un petit peu serrés. Et voilà mes 5 pièces percées de façon précise et rapide. Bon, à quoi servent ces pièces-là? Bien, on peut voir ici, j'ai la pièce qu'on vient de percer. C'est un projet qu'on a fait là, il y a plusieurs années avec les étudiants. Ensuite, on a martelé la surface et finalement donné une courbe en le roulant pour produire un leurre de pêche. Bon, on a pas mal atteint la limite de ma capacité de porter attention sans m'endormir. D'habitude, n'importe quoi plus qu'une demi-heure, puis je m'endors. Donc, on est à peu près là, et on va dire que c'est assez pour aujourd'hui. La prochaine fois, bien, on va regarder plus le côté conception, puis un peu plus d'usinage, parce qu'on va commencer ou peut-être compléter la fabrication d'un gabarit de perçage. D'ici là, mais avant ça, j'aimerais envoyer un gros bonjour. Et j'espère que tout va bien, parce que je n'ai pas eu de nouvelles dernièrement de mes bons amis Laurent et Jackie en France. Donc, si vous allez bien, ou même si ça ne va pas bien, laissez-moi savoir. J'aime toujours avoir de vos nouvelles. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, amusez-vous, mais soyez prudents. Et bon usinage.